Monsieur le vice-président Tajani est obligé de nous quitter. Ce sera donc Monsieur Paul Weissenberg, directeur général adjoint à la Commission européenne en charge des affaires spatiales notamment, qui sera à nos côtés. Il sera le grand témoin pour entendre les représentants de l'industrie qui vont s'exprimer. Une fois que Monsieur le Président Joseph Daul aura pris la parole, et je vais la lui donner assez vite. Monsieur le Président, vous êtes le président du plus grand groupe parlementaire de cette Assemblée qui nous accueille aujourd'hui. Je voudrais vous donner la parole parce que vous êtes un Européen convaincu et je sais que vous avez à cœur que l'Europe spatiale en particulier puisse donner et apporter tous les fruits qu'on attend d'elle. S'il vous plaît, puis-je vous demander le silence? Monsieur le Président, je vous donne la parole. Si vous permettez, je vais essayer de vous faire gagner un tout petit peu de temps, puisqu'on a pris du retard. D'abord, merci d'avoir organisé une nouvelle fois au Parlement cette conférence. Merci aussi de me donner l'occasion de m'exprimer. Et j'ai bien entendu les positions constructives adoptées par les présidents de la Commission, Comité des régions, M. Van Rompuy, mais j'ai perçu aussi les mises en garde exprimées successivement, chacun à sa manière, par le directeur général de l'ESA, par le porte-parole de l'industrie spatiale européenne et à l'instant par mon ami le vice-président Tajani. Des mises en garde contre le risque de voir des engagements pris au plus haut niveau ne pas se traduire finalement et dans les délais exigés en actes concrets et à la hauteur des enjeux. Mesdames et Messieurs, je prends ces avertissements au sérieux car je mesure l'importance des enjeux. L'importance des enjeux, ne sont pas les services novateurs et parfois, osons le mot, révolutionnaires que les moyens spatiaux vont apporter aux 500 millions d'Européens, voire au-delà. Et je pense aussi à l'observation des évolutions climatiques, ça a été dit ce matin, à la surveillance de notre environnement, à la prévention et la gestion des catastrophes naturelles ou industrielles, à l'optimalisation de la protection civile et des interventions humanitaires, à l'aide à l'agriculture, donc pour la sécurité alimentaire, à la facilitation des transports ou encore à la réduction des émissions polluantes qui en résultera. Mais l'importance de ces enjeux se mesure aussi au volet économique et politique. En effet, à l'heure où émergent de nouveaux acteurs mondiaux, Chine, Brésil et Inde, qui inscrivent la politique spatiale en tête de leurs priorités, l'Europe ne peut ni négliger sa présence dans l'espace, ni renoncer à son autonomie en termes d'accès à l'espace et aux services spatiaux, ni se priver de ce formidable gisement de recherche-développement et de nouvelles technologies qui sont créateurs d'emplois. L'Union européenne ne peut pas non plus laisser affaiblir sa filière industrielle spatiale, ni priver sa sécurité et sa défense de moyens qui, hors d'Europe, sont la première justification des programmes spatiaux. Nous sommes dans ce dossier, il faut qu'on le reste. Nous avons besoin d'une défense européenne, comme je le dis souvent, puisque je suis un Européen convaincu, comme l'a dit le Président. Donc là, nous sommes dedans, nous ne devons pas perdre nos capacités. Et mon groupe parlementaire est convaincu que des décisions lourdes d'avenir doivent être prises et que dans le même temps, nos concitoyens doivent savoir que les fonds déjà investis par l'Union dans les programmes spatiaux n'ont pas été dépensés en vain. Et autrement dit, pour être en mesure de tenir nos engagements en matière de politique spatiale, 4 préalables sont posés. Premier préalable, une politique européenne dynamique d'encouragement de la recherche-développement et de l'innovation avec une coordination qui, sans étouffer la créativité, mette fin aux doublons coûteux. Là, nous devons également réagir dans les moments difficiles que nous vivons. Le deuxième préalable, une politique industrielle européenne efficace qui donne à nos entreprises les atouts indispensables pour être compétitives dans une concurrence internationale toujours plus vive. Je veux parler notamment d'un marché unique renforcé, de charges administratives allégées, d'infrastructures permanentes, d'une politique de la concurrence adaptée et enfin d'une politique commerciale européenne ouverte, mais fondée sur la réciprocité. Le troisième préalable, un soutien financier européen adapté aux exigences des programmes spatiaux de l'Union.
Et un quatrième et dernier préalable, une gouvernance dans la conduite des projets, dans l'exécution des programmes et dans la gestion des infrastructures et des services. Gouvernance qui demeure placée sous le contrôle des institutions européennes, mais qui dépasse la fragmentation actuelle entre niveaux nationaux et européens. Sur ces 4 volets, notre groupe PPE et le Parlement dans son ensemble ont déjà eu l'occasion de se prononcer et nous aurons l'occasion de réaffirmer l'importance pour l'Europe de ne pas manquer son rendez-vous crucial avec l'espace, que ce soit à l'occasion du vote du rapport de notre collègue Aldo Patriciello sur une stratégie spatiale au service des citoyens ou encore lors des débats sur les perspectives financières 2014-2020. Mais ces débats budgétaires ou sur la gouvernance ne détourneront pas notre attention des 2 autres piliers que j'ai évoqués précédemment et qui sont essentiels pour placer l'Europe au premier rang, à savoir la politique industrielle et la politique d'innovation, dont le Parlement débattra notamment lorsqu'il se penchera sur la communication de la Commission du 14 octobre dernier. Et je crois qu'on sera très attentifs. Nous devons faire des choix dans les situations difficiles que nous avons et nous devons faire des choix que peut-être sur certains programmes, nous en ferons un peu moins, mais sur celui-là, je m'engage avec mon groupe qu'on continuera à l'alimenter, à rechercher des fonds au niveau du budget européen pour que nous puissions rester au rang que nous occupions aujourd'hui et de faire un tout petit peu mieux avec vous tous ici dans cette salle. Merci pour votre attention. Si vous le permettez, je vais passer maintenant la parole à M. Eric Morel de Wasselguer, qui représente ici l'Agence spatiale européenne, parce qu'en tant que directeur des achats, des procurement directors, si je prends le terme exact, est particulièrement bien placé pour nous dire comment, après plusieurs années de fonctionnement et maintenant 2 ans de fonctionnement de la politique spatiale européenne, il voit le paysage se dessiner pour notre politique spatiale. Je lui souhaite tout de suite la parole pour ne pas perdre de temps. Ladies and gentlemen, space and... Mesdames et messieurs, l'espace et l'innovation ont une histoire commune très longue. L'environnement hostile, les durées, faible consommation, peu de poids, isolation, complexité des systèmes, ceci rend l'espace un moteur de l'innovation. Et l'innovation, une clé dans les programmes spatiaux. Cependant, pour l'Espagne, il n'y a pas de deuxième chance. Et une innovation qui n'est pas suffisamment mûre crée des risques. Et si elle n'est pas maîtrisée, ceci peut entraîner des surcoûts lors du développement et peut même entraîner des défaillances en orbite. Alors ce processus de maturation pendant lequel les technologies innovantes doivent parvenir au plus haut niveau, c'est là la clé de la mission de l'agence. Et il est essentiel que suffisamment de ressources soient utilisées en début de programme, en phase initiale, pour avoir une innovation qu'on puisse utiliser. Alors l'ESA a lancé, il y a quelques années, un processus d'harmonisation entre les agences et en associant l'industrie pour faire en sorte que tous les euros publics, à un moment où les ressources sont rares, que tous les euros soient bien utilisés et que l'on évite les doubles emplois inutiles. Alors, ce processus est également essentiel pour faire en sorte que l'harmonisation technologique conduise à un marché plus large pour l'industrie, donc englobant l'ESA, les programmes nationaux, les programmes européens et les aspects commerciaux. Les technologies en amont, ça c'est un petit secteur qui est concentré dans quelques entreprises, quelques holdings. Alors, les 4 entreprises représentent 70% des effectifs. Les barrières pour les PME sont très importantes. Toutefois, le secteur dans lequel l'innovation doit se développer, c'est dans les applications, les nouveaux services. L'espace a fait ses preuves comme secteur tremplin pour les services et la croissance économique pour nos populations. Alors beaucoup d'applications au sol s'appuient sur les infrastructures d'espace et s'appuient sur des solutions innovantes. Le secteur industriel des services et les perspectives pour l'innovation, alors
sont répartis dans tous les États membres et les barrières que rencontrent les PME sont moins importantes. Les programmes de l'ESA visent à avoir des services prototypes dans lesquels les centres de jeunes pousses d'entreprises peuvent jouer leur rôle et faire apparaître de nouveaux acteurs dans les applications en aval. Cependant, personne ne peut demander à l'industrie d'investir, à créer ou à exploiter des services si l'on n'y a pas la garantie absolue que les systèmes spatiaux opérationnels continueront d'être utilisés. C'est sans doute la mission clé dévolue aux acteurs institutionnels. L'exemple de la météorologie montre que les services publics ont besoin de cette garantie, donc de l'existence de l'infrastructure spatiale requise, d'un accès simple aux données et d'une préparation en temps utile de la génération suivante et aussi assurer les financements. Alors, parvenir à ce niveau de consolidation, il a fallu pour cela 15 ans dans la météorologie. Il faut des innovations mûres dans l'espace, il faut des garanties de long terme en ce qui concerne le fonctionnement des infrastructures pour permettre l'innovation et des services au sol. Nous avons besoin également de régime institutionnel innovant, imaginatif pour les services de demain. Un bon modèle pour l'avenir, pour les services innovants de l'espace, c'est le programme de données où l'on trouve un PPP et l'ESA participe à une charge utile où plusieurs sont parties prenantes. Il y a des opérateurs à l'échelle mondiale qui s'associent pour créer de nouveaux services pour le transfert de données dans grande quantité en temps réel et à la demande. Ce concept de partenariat public-privé, tel que développé dans ce programme EDRS, alors cela rassemble un exploitant, plusieurs industriels qui sont en concurrence sur d'autres marchés, une agence nationale de l'espace, l'ESA et comme point central le programme GMES. Alors l'ESA doit continuer à progresser, à travailler de cette manière souple pour adapter, expérimenter de nouvelles modes innovants pour s'engager avec toute une série de partenaires pour des services rehaussés, renforcés ou de nouveaux services. À un moment de contraintes financières, on l'a déjà à plusieurs reprises souligné, le mot-clé pour l'innovation et l'harmonisation entre les acteurs européens, le mot-clé, c'est d'investir dans les phases initiales du programme pour que l'on porte à maturité les technologies et qu'on appuie ces technologies sur des infrastructures pérennes dont l'existence est garantie. Et il faut un nouveau cadre institutionnel permettant aux agences, à l'industrie de l'espace, aux exploitants, aux utilisateurs de mutualiser leurs forces et partager des risques pour créer les services de demain. Je vous remercie. Cette beaucoup, Monsieur le Directeur. En plus, vous avez respecté strictement le timing, c'est parfait. Je voudrais maintenant passer la parole à cet éventail de chefs d'entreprise qui sont là parmi nous, parce que nous avons entendu beaucoup d'institutionnels jusqu'à présent. Monsieur Dudoc, tout à l'heure, nous a présenté de manière, j'allais dire, horizontale les vues et les attentes de ce secteur. Je voudrais donc passer maintenant la parole tour à tour à nos invités. S'ils le permettent, je vais le faire tout simplement par ordre alphabétique. Ce sera peut-être la meilleure façon de procéder. Et donc, dans ce cas, je vais céder la parole à Monsieur François Hoc. Monsieur François Hoc, tous nos interlocuteurs institutionnels jusqu'ici ont bien insisté que l'industrie spatiale, ce n'était pas un luxe, mais qu'ils comptaient au contraire sur cette industrie pour satisfaire une série d'objectifs, de la sécurité jusqu'à avoir une industrie compétitive et de l'emploi. Donc ma question, ce sera celle un peu qui guidera nos discours jusqu'à la fin de cette session, c'est est-ce que vous pensez que l'Union européenne donne aux entreprises, jusqu'à présent, les moyens qu'il fallait pour développer ce secteur et qu'attendez-vous demain pour que, bien entendu, ce secteur poursuive sur sa lancée? Thank you very much. Bien, merci beaucoup. Quelques commentaires préliminaires. Comme cela a été parfaitement souligné par la ministre polonaise, l'espace
est un moteur de croissance économique. Cela a été confirmé d'ailleurs par des rapports de l'OCDE. Et ça inclut les services d'aval, comme on les appelle. Mais l'espace est vital pour le développement d'applications de services pour les citoyens. Et en sus, c'est essentiel pour les missions de sécurité et de défense. C'est pour ça, comme dit d'ailleurs par Jean-Jacques Dordain et d'autres d'ailleurs, c'est pourquoi les pays ambitieux et importants au plan mondial investissent un maximum dans l'espace. Alors on me dirait pourquoi investir dans l'espace? Bien parce que je voudrais souligner un des fondamentaux du secteur. Le secteur sert essentiellement à répondre à des besoins publics. Les marchés commerciaux pour les systèmes spatiaux sont toujours très limités et l'industrie européenne, comme on l'a dit, s'arroge la part du lion sur ces marchés. Mais ces marchés sont marginaux. Les marchés commerciaux sont secondaires. Les marchés clés sont des marchés gouvernementaux. Alors soyons clairs. Soyons clairs. Les marchés gouvernementaux de pays tiers ne sont pas ouverts à l'industrie européenne en clair. Et la taille de l'industrie spatiale européenne est fonction de manière linéaire des investissements publics. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est un élément clé, c'est mon message principal, je dirais. Alors, en tant qu'industriel, qu'est-ce que nous demandons? Bien, nous demandons deux choses. Tout d'abord, il faut de l'investissement. Car si vous voulez une industrie européenne, si vous voulez la pérenniser, il faut investir. Ensuite, mise en œuvre d'une politique où tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, quelques idées clés en matière d'investissement. Bon, il y a l'innovation qui est importante. Et il y a des domaines où on est des leaders. Et je crois qu'il faut tirer parti de ce leadership. Premier exemple, ça a été dit par M. Morel. Et il s'agit du taux de données très élevé en ce qui concerne les satellites Internet pour répondre à l'agenda numérique 2020. Et n'oublions pas que ceci ouvrira des perspectives à l'export importantes. Deuxième domaine, navigation et positionnement. L'idée, c'est de contribuer au nouveau système de contrôle aérien européen, c'est-à-dire César. Troisième exemple, espace propre. Cela a déjà été cité. On a le programme SSA qui est là pour suivre les impacts du climat. L'idée, c'est de tracer les objets qui se trouvent près de la Terre. Et on pourrait peut-être envisager une extension du système pour liquider les déchets qui circulent dans l'espace. Ensuite, un système permanent d'observation de la Terre à des fins d'environnement et de sécurité. En fait, je vais vous dire une chose, personne n'a compris que le GMES soit laissé en rade à mi-parcours. Nous avons un leadership dans cette affaire, cela a une importance stratégique et on reste en rade. Ensuite, accès à l'espace. Ça, c'est vraiment la clé de l'opération. Deuxième batterie de mesures que nous demandons. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde soit logé à la même enseigne. Encore une fois, il ne faut pas être bêtement naïf. Il faut savoir une chose. À l'heure actuelle, les marchés gouvernementaux de par le monde sont préaffectés aux industries nationales. Je ne dis pas que je souhaite être protégé au niveau du marché européen, mais en tout cas, comment dire, je souhaiterais que tout le monde soit logé à la même enseigne. Je veux qu'on utilise, que l'on mette en œuvre les mêmes systèmes avec nos partenaires. C'est le fameux level playing field, comme on a coutume de l'appeler en anglais. Alors, ça c'était mon message principal, mais in fine, je crois qu'il faut quand même savoir une chose.
dans la culture de nos amis américains, chinois, indiens, russes, eh bien, l'évaluation du poids de l'Europe aujourd'hui nous ramène à Staline. On dit, l'Europe, quelle est sa force au plan spatial? Combien d'engins spatiaux? C'est ce que disait Staline. Voilà. Merci beaucoup. Toujours dans cet ordre chronologique, je voudrais donner la parole à M. Fuchs, s'il veut bien prendre la parole. Et j'allais lui dire que, M. Fuchs, vous êtes à la tête d'une entreprise qui est considérée maintenant comme importante dans le paysage spatial européen. Mais vous êtes aussi considéré, vous voyez aucune critique, en aucun sens, comme une grosse PME. Et je voulais savoir si, en tant que capitaine, vous, d'une grosse PME, dans un monde où il y a des grandes entreprises à vos côtés, vous pensez que, là aussi, l'Union européenne, par la voie de la Commission européenne, donne tous les atouts qu'il faut pour que ce tissu important de PME européennes participe pleinement à l'aventure spatiale? Yes, thank you very much. Merci et bonjour, mesdames, messieurs. Merci également de donner la possibilité de m'exprimer. Vous avez dit fort aimablement que HP est devenue une société d'importance, certes. C'est en rapport avec le projet Galileo. Nous allons donc parler un peu de l'expérience de Galileo avec la coopération de l'Union européenne, ESA, en matière de politique industrielle. Au bout de plusieurs années, l'Europe a tenté de mettre en œuvre Galileo et le projet est revenu sous les feux de la rampe en 2006 grâce aux efforts de deux organisations, l'Agence européenne de l'espace et la Commission européenne. D'ailleurs, avant le traité de Lisbonne, ont été appliqués les principes de gouvernance. Le partage des rôles entre les deux institutions s'est fait de manière extrêmement pragmatique. L'on s'est fondé sur l'expérience d'ESA en mettant sur pied des programmes spatiaux, en s'appuyant sur la légitimité de l'Union pour l'établissement d'infrastructures spatiales. Ça est un architecte industriel se fondant sur l'assise existante. Alors pour l'OHP, ce fut là l'occasion de prendre plus de place, ce qui avait été ses implications industrielles. On en voit le résultat au bout d'un certain temps. Quant au matériel, ça s'est fait sous contrat ESA et la concurrence à l'époque pour les satellites a donc été fort équitable, liée à un accès égal aux fabricants. Les voies suivies par l'Union européenne étant donc appropriées et liées à une politique de compétition, un nouveau processus de dialogue périlleux peut-être a été engagé, mais tout le monde en a tiré des leçons. Notons l'interaction au plan des interactions et spécifications dans une approche de rentabilité sans se lier fatalement à la complication technique. Au fur et à mesure, en pleine compétition et ouverture, une nouvelle approche de marché public s'est faite jour. Quelques années plus tard, Galileo est de retour. On a lancé les deux premiers satellites qui fonctionnent très bien. Il y a le contrat FOC en cours de route, respectant les délais. Puis il y a récemment les autres satellites. Alors, Galileo, c'est la plus grande infrastructure, c'est vrai.
quand on voit les difficultés, bien sûr, liées à la mise en place d'une telle activité, ça marche bien et c'est un modèle de la manière dont de grandes infrastructures spatiales peuvent être lancées au plan européen. Je conclurai donc en disant que reflétant l'expérience que nous avons engrangée avec Galileo, la preuve est donnée que l'on peut combiner la concurrence efficace et la mise en œuvre de politiques industrielles répondant aux intérêts plus vastes et aux besoins à long terme. Là, je conclus et je vous dirai que, pour moi, Galileo a bien défini les rôles entre acteurs. Leur mise en place est efficace. Avoir un projet, on parle beaucoup. Mais l'essentiel, c'est faire le projet, apprendre, développer les règles qui, ensuite, détermineront la mise en œuvre à venir. C'est exactement ce qui est en train de se faire. Je vous remercie. Je voudrais passer la parole, s'il le veut bien, maintenant à M. Jean-Yves Le Gall. Monsieur Jean-Yves Le Gall, vous êtes probablement un président heureux. Arianespace a additionné tout au long de l'année les succès de ses lancements. Et puis récemment, dans votre coopération avec Soyouz, la mise en orbite dont on a beaucoup parlé de nos deux satellites Galileo. Alors je voulais vous demander à vous aussi, est-ce que vous avez le sentiment, après avoir entendu les discours des institutionnels ce matin et de M. Dordain, que la partie lanceur est maintenant bien regardée comme un élément essentiel de notre stratégie spatiale européenne et êtes-vous, j'allais dire, un président optimiste? Écoutez, merci, Monsieur le Président, de me donner en effet la parole dans des circonstances favorables, puisque cela a été répété à l'envi. Donc, nous avons lancé le 21 octobre les 2 premiers satellites de la constellation Galileo. C'était une première, mais ce n'était pas la seule, puisque c'était aussi le premier lancement de Soyouz au centre spatial guyanais et donc le premier lancement d'un nouveau système de lancement qui a été développé par l'Europe. Et cela démontre, je crois amplement, que l'accès à l'espace, le libre accès à l'espace, c'est un prérequisite à toute politique spatiale, parce que si nous n'avions pas la possibilité de lancer les satellites que nous souhaitons, quand nous le souhaitons et comme nous le souhaitons, eh bien je peux vous le dire, aujourd'hui, on ne parlerait pas de Galileo. Et donc, ce libre accès à l'espace, de mon point de vue, se décline sur 3 thèmes. Premier thème, il est fondamental d'avoir une politique de lanceurs. Et je pense qu'on peut dire qu'en Europe, nous en avons une qui a été mise en place au début des années 70 par l'Agence spatiale européenne. Et depuis, cela a fait l'histoire. L'histoire, rappelons-la, d'abord, années 80 jusqu'à 2000, la saga des lancements Ariane 1, 2, 3, 4 était la première phase de la politique lanceur européenne. La deuxième phase, ce sont les 10 dernières années avec le succès d'Ariane 5. Je rappelle qu'Ariane 5 aujourd'hui est le seul lanceur au monde à avoir un taux de fiabilité record. Nous avons 46 succès d'affilée. 46, là où nos concurrents ont des succès d'affilée qui se comptent sur les doigts de la main, et dans certains cas d'une main qui a beaucoup souffert, nous avons 46 succès avec Ariane 5. Il faut absolument le remarquer. Et puis la troisième phase, eh bien, elle s'ouvre devant nous, c'est une famille de lanceurs qui a été décidée par l'Agence spatiale européenne. Soyouz est le premier élément qui complète Ariane 5, et le deuxième arrivera dans quelques semaines, je pense bien sûr, au premier lancement de Vega, qui sera un petit lanceur destiné à mettre en orbite des satellites de scientifiques ou d'observation de la Terre pour les besoins gouvernementaux. Donc aujourd'hui, nous avons une politique de lanceurs, c'est clair, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il ne faudrait pas imaginer qu'une fois que ces lanceurs sont développés, eh bien on peut passer à autre chose parce que nous avons besoin d'un soutien à l'exploitation. Pourquoi ? Parce que les infrastructures de lancement, que ce soit les usines en Europe, que ce soit les pas de tir en Guyane, cela coûte cher et cela ne peut pas être financé uniquement par la vente de services de lancement.
Donc nous avons besoin que les États continuent à accompagner les lancements, comme cela se fait d'ailleurs partout dans le monde. Il y a actuellement dans le monde 6 puissances spatiales capables de lancer des satellites, les États-Unis, la Russie, le Japon, la Chine, l'Inde et l'Europe. Et M. Locke l'a rappelé tout à l'heure, eh bien, les 5 autres puissances spatiales aident massivement leur système de lancement et l'Europe doit en faire autant. C'est le cas, mais cela doit continuer. La troisième idée qui est fondamentale, et là aussi je voudrais insister parce que parfois on l'oublie, c'est qu'une fois que ces systèmes ont été développés, une fois qu'on garantit un soutien à leur exploitation, encore faut-il s'en servir. Et cela n'est pas évident parce que nous avons parfois des débats sur le fait que des satellites européens pourraient être lancés par des lanceurs non européens. Allez poser la question à nos amis américains, allez poser la question à nos amis russes, allez poser la question à nos amis chinois, indiens ou japonais. Personne ne pourrait imaginer qu'un satellite national ne soit pas lancé par un lanceur national. Et c'est pour cela qu'en Europe, il faut continuer pour que cela soit le cas. Alors, c'est le cas très largement. Aujourd'hui, Ariane, Soyouz, Vega vont lancer des ATV. Le prochain lancement d'Ariane, ça sera un vaisseau cargo ATV vers la station. Nous allons lancer la constellation Galileo. Nous allons lancer de nombreux satellites gouvernementaux européens, GMES bien sûr. Mais il faut qu'il n'y ait même pas de débat. Il faut que cela soit d'entrée de jeu comme cela, parce que c'est comme cela que font tous nos concurrents et c'est pour cela qu'ils sont compétitifs. Nous devons aussi nous appuyer sur les lancements commerciaux, parce que les lancements gouvernementaux, là encore on l'a dit tout à l'heure, il n'y a finalement pas beaucoup de lancements gouvernementaux européens, alors qu'il y en a beaucoup partout ailleurs dans le monde, et donc l'Europe a trouvé le moyen de garantir la fiabilité, la disponibilité et l'accessibilité à ces systèmes de lancement en étant première sur le marché commercial. Aujourd'hui, Arianespace fait depuis 30 ans la course en tête. Encore cette année, nous avons signé 8 nouveaux contrats avec des opérateurs commerciaux pour lancer des satellites. Nous terminerons l'année à 10 ou 12. En termes de lancement, nous faisons la même chose. Cela doit continuer parce que c'est le moyen de garantir que les satellites gouvernementaux pourront être lancés avec succès et dans le temps. Donc vous voyez, nous avons finalement un système de lancement en Europe qui fonctionne parce qu'il y a une politique lanceur, parce qu'il y a un soutien à l'exploitation, parce qu'il faut utiliser des systèmes européens. Au total, je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous avons un succès collectif avec, d'un côté, les États, que ce soit la Commission, que ce soit l'ESA, que ce soit les États membres, de l'autre côté l'industrie, mais il faut que ce succès collectif continue et pour cela il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers et donc il faut préparer l'avenir. Préparer l'avenir, ça veut dire de nouveaux développements de lanceurs, comme cela est fait partout dans le monde. Ça veut dire un soutien à l'exploitation, et puis ça veut dire aussi continuer à s'en servir. Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais passer la parole maintenant, s'il veut bien, à Monsieur Seznec. Monsieur Seznec, vous êtes aussi dirigeant d'une entreprise globale dans le secteur spatial. Nous avons entendu décliner jusqu'à présent l'ensemble des besoins dont l'industrie spatiale voudrait bénéficier. Je voudrais vous demander votre analyse, bien entendu, mais vous demander aussi si, à part la partie, j'allais dire, industrielle et innovation, si l'accent a été suffisamment mis ce matin, à votre avis, sur les apports que la Commission européenne et l'Union européenne pourraient faire à travers son prochain programme de recherche-développement au secteur spatial particulier. Qu'est-ce que vous en attendez? Et est-ce qu'il y a, à votre avis, des possibilités d'appuyer, j'allais dire, le développement du spatial sur d'autres politiques communautaires pour pouvoir lui donner tous les apports dont elle a besoin? Thank you and good morning. Merci, bonjour, et merci de cette possibilité. Alors si on regarde un passé récent, c'est vrai que l'Union a toutes les raisons d'être fière de ce que les États membres ont réussi à faire par leurs agences nationales et européennes. Et la réussite de Galileo et du GMES sont également les symboles de cette intégration européenne. Et cette intégration européenne, comme vous le savez,
existent également sur le plan industriel, différents niveaux, et surtout parce que les principaux acteurs se retrouvent dans plusieurs pays. Et cela vaut aussi pour les PME. Donc c'est voilà l'écosystème dont il est question. Mais nous sommes confrontés à des défis et c'est ce qui sera au centre de ma réflexion d'aujourd'hui. Ces défis apparaissent au nombre de 4. Premier défi, c'est le retour de l'industrie américaine en raison du dollar faible. Autre défi, ce sera de plus en plus les pays émergents. En troisième lieu, ce sera le risque de porosité du marché européen et la dispersion d'efforts. Et le troisième défi, c'est les trous, les insuffisances du point de vue technologie. Alors il est vrai que la question de la recherche et du développement et la façon dont on la finance dans le cadre d'un marché cohérent, bien développé, cette question est tout à fait essentielle. Et c'est cela qu'il convient de faire et il est nécessaire aussi de reconnaître que l'espace a sa spécificité. Et il est nécessaire de se mettre d'accord sur une politique sectorielle qui soit conforme aux objectifs de l'Europe 2020, comme ceci a pu être fait dans d'autres secteurs. Les solutions espace ou spatiales apparaissent aussi dans le mix de solutions entre ce qui se passe sur le plan terrestre et les satellites. De 3 à 5%, c'est pas beaucoup, 3 ou 5% d'investissements consacrés aux satellites de télécommunications et de plus en plus sur la partie haut débit de ce développement. Bien sûr, tout a été dit quant à l'importance qu'il y a d'avoir accès à l'espace. Je n'y reviens pas. Maintenant, pour le niveau international, le concept de la réciprocité doit s'appliquer sans faire preuve de naïveté, d'angélisme, bien sûr. Au sein de l'Europe, il y a une concurrence entre nos industries, ce qui est nécessaire et même ce qui est sain, un juste retour est légitime et sain, dans la mesure où ceci ne conduit pas à des abus, ce qui pourrait en effet entraîner des prix plus élevés et une moindre capacité de concurrence. Donc le secteur de l'espace, pour l'Europe, il y a là une chaîne de valeur potentielle, donc les lanceurs, les fabrications de satellites et les services, toute la chaîne. L'espace, l'industrie de l'espace, c'est l'investissement. Ce n'est pas de la dépense, c'est de l'investissement. Investir dans les infrastructures spatiales est une bonne chose parce que les infrastructures de l'espace ont les meilleurs coûts du point de vue exploitation et ils génèrent les plus grands avantages pour la société ainsi qu'un retour économique avec un effet multiplicateur dépassant 20 €. Donc 1 € investi, résultat 20 €. Alors la pierre angulaire de l'investissement, c'est la recherche et le développement. Je dirais même que la recherche et le développement, c'est le sang qui doit faire fonctionner nos usines. Merci, Monsieur le Président. Dernier intervenant industriel, Monsieur Viriglio. Monsieur Viriglio, vous allez avoir la double tâche, si vous l'acceptez, de nous faire une sorte de résumé de ce que vous avez retenu de l'ensemble des points forts des interventions de vos prédécesseurs et bien entendu nous ajouter votre propre vue, votre propre analyse et vos propres attentes. Si vous voulez bien. Merci, thank you, Mr. Chairman. Let me say that I... Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer. L'espace est un secteur stratégique pour l'Europe. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais l'espace a des caractéristiques spécifiques. C'est un marché de niche. Ce n'est pas un marché énorme. On parle de satellites de télécom. Ça, c'est le marché numéro 1 pour notre industrie.
Les investissements dans les satellites sont en deçà des 2% des investissements en terrestre sans fil. Donc on parle vraiment d'un marché de niche, mais alors très spécifique. Et il y a beaucoup d'avantages là pour le citoyen, mais c'est un marché spécifique. Je le répète. Le risque est très élevé pour ce qui est de l'investissement. D'ailleurs, l'échec lorsqu'il intervient est un échec total. Le niveau d'investissement est très élevé. D'ailleurs, M. Sesnek l'a rappelé. C'est vrai qu'il y a tout l'aspect sécuritaire qui est lié aux satellites et ceci propulse à la hausse les coûts en termes d'investissement. Alors, s'agissant du volet stratégique, c'est clair. Le secteur a un rôle important à jouer. En outre, on nous a dit que la concurrence montait en puissance. Il n'y a pas que la concurrence des Américains. Il y a la concurrence des Chinois maintenant. De 2004 à 2008, on sait très bien qu'ils ont dominé le marché au travers de leurs différents lancements. Dans les nouveaux pays, de nouvelles administrations spatiales émergent et en plus, les infrastructures terrestres rivalisent avec les activités spatiales et elles engrangent la part du lion en termes d'investissement. Il n'y a pas que le marché privé qui joue là, il y a le marché public aussi qui joue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eu égard à ce que je viens de dire, la politique industrielle est non seulement nécessaire, mais elle est impérative. Alors, qu'est-ce qu'on entend par politique industrielle, me direz-vous? Bon, pour résumer, je terminerai sur 3 points. La politique industrielle, ça ne concerne pas uniquement une politique d'achat ou de marché. La plupart du temps, il y a eu une confusion entre politique industrielle et politique d'achat. La politique d'achat fait partie de la politique industrielle, mais ce n'est pas tout. La politique industrielle exige des engagements très clairs du secteur public et ou du secteur privé. 3e point, la politique industrielle doit prendre en compte toute la chaîne de la valeur. Ça va de la construction au lancement et au service. Et ça ne concerne pas que la R&D, n'est-ce pas, la politique industrielle. Alors, la politique industrielle, disais-je, devrait inclure une approche plus large. Il faut inclure la protection parce qu'on ne peut pas rivaliser avec des pays qui ont un système de protection étroit. Nous, on ne peut pas battre les Américains. On ne bat pas les Russes, on ne bat pas les Chinois. Le concept de réciprocité devrait trouver à s'appliquer. Ensuite, quel type de technologie clé devons-nous pérenniser en Europe? Bon, certes, le marché n'adhère pas forcément à ces technologies clés, mais quelqu'un, c'est clair, quelqu'un doit soutenir le maintien en place de ces technologies clés en Europe. Il faut définir le processus de concurrence, soit c'est ceci, soit c'est cela, etc. Mais il faut voir quand la concurrence est viable. Ensuite, il faut définir les relations entre les grands et les petits acteurs. Ça fait partie intégrante de la politique industrielle. Et ensuite, il y a la politique d'achat qui s'insérera là-dedans, mais les principes doivent être clairs en amont. 2e point, j'ai dit qu'on a besoin d'engagement fort. Et M. Daul nous a dit que l'engagement est très clair en ce qui le concerne. Cet engagement est parfaitement balisé. Il nous faut avoir une politique claire, des priorités claires. Il faut avoir une feuille de route claire pour l'avenir. Il faut avoir un bon cadre de gouvernance, de gestion des opérations. Mais il faut avoir une politique claire pour utiliser les activités spatiales, parce que ça ne suffit pas de créer des infrastructures comme Galileo si on n'a pas une politique qui dit mais oui, Galileo doit être utilisé pour le maritime ou pour l'aérien. C'est essentiel. Les autorités responsables doivent agir, doivent faire cela. Alors, côté privé, il faut que la compétitivité soit au rendez-vous, il faut garantir de bons investissements, il faut qu'il y ait une faculté de s'adapter à de nouvelles situations et il faut également maintenir en place les capacités clés. Alors du côté privé, c'est ça qu'il faut garantir. Le tout dernier point maintenant. Ça concerne la chaîne de la valeur. On nous a dit que le lancement de satellites, c'est une priorité. On nous a dit que la R&D était également une priorité. Mais attention, l'aspect service doit jouer.
La fourniture du service aux citoyens, ça fait partie de la politique industrielle. Bon, on sait quelle est l'approche de la NASA. Au lieu d'acheter des lanceurs, au lieu d'acheter des satellites, on achète des services côté NASA. On achète des services au niveau des SLA, des Service Level Agreements. Ça a créé SpaceX, ça a créé VentureView, ça a créé GeoEye, etc. Donc la politique industrielle doit également tenir compte de ce point. Voilà, je conclurai maintenant. Sans politique industrielle, ce sera difficile de maintenir notre position actuelle au plan mondial et ce sera difficile de pérenniser le leadership de l'industrie européenne de par le monde. Merci. Nous n'avons plus beaucoup de temps pour faire des échanges avec la salle, mais je voudrais quand même demander à M. Dominique Ristori, directeur général du Centre commun de recherche, de venir nous dire en quelques mots ce qu'il pense de cette politique industrielle telle qu'elle a été approchée, décrite, espérée ce matin. Vous êtes, M. Ristori, dans votre centre de recherche à mi-chemin entre les institutions qui donnent les impulsions dans les grands programmes et en même temps vous êtes à mi-chemin des entreprises avec lesquelles vous coopérez sur tous les thèmes de développement. Donc, en quelques mots, pouvez-vous nous dire comment vous avez vu aujourd'hui ce débat et comment vous avez vu ce déroulement de notre session? Merci Marc. Je voudrais avec vous faire quelques commentaires de synthèse, si vous me permettez. Premièrement, il est important aujourd'hui de redonner des couleurs à la politique industrielle en Europe. On en a parlé longtemps, on l'a peu souvent pratiqué, et je voudrais saisir l'occasion pour rendre en particulier hommage au vice-président Tajani et aux nouvelles routes tracées dans cette direction. Ce n'est pas neutre à un moment où, au cœur d'une crise financière, économique et sociale sans précédent, il est essentiel de reconnecter le secteur financier avec l'économie réelle. Il l'a dit ce matin, je crois que le domaine de l'espace, la politique de l'espace, c'est un combat stratégique qui en conditionne beaucoup d'autres. Première remarque. Deuxième remarque, et beaucoup l'ont dit, y compris lors de cette session, il y a un lien étroit entre la politique industrielle, d'une part, la politique de recherche, la science et l'innovation, d'autre part. Il n'y a pas de compétitivité sans capacité d'innover et il faut, avec la politique de l'espace, trouver le moyen de mieux exploiter la connaissance en transformant la connaissance en nouveaux produits, en nouveaux marchés et en nouveaux services. C'est un élément fondamental. On a parlé de niche. Il y en a, plus qu'on ne pense, ouvertes en termes de nouveaux services et de nouveaux produits et de nouveaux marchés à exploiter à partir des bénéfices à tirer de la politique de l'espace. C'est vrai pour les transports en général, maritimes, aériens, automobiles, systèmes de navigation. C'est vrai pour l'énergie, à un moment où on revisite le bouquet énergétique et où les énergies renouvelables ont une place importante à occuper sur ce terrain. Et où il est essentiel de déterminer là où se trouvent les gisements les plus importants en termes concrets pour la biomasse, pour l'éolien, pour le solaire. C'est vrai pour tout ce qui touche l'engineering, le domaine de la construction, tout ce qui concerne les résistances pour les bâtiments, l'antivibration, les résistances sismiques.
c'est vrai pour la santé et pour la médecine, c'est vrai pour de nombreux aspects de sûreté et de sécurité, de l'airbag jusqu'au système de détection et de protection dans les aéroports. Donc la gamme est relativement large et il faut se donner les moyens de l'exploiter à plein. Nous travaillons au niveau de la science et de la recherche en étroite collaboration et coopération avec la DG Entreprises. Le Joint Research Center que je dirige est le seul service de la Commission en charge de la recherche directe. Et nous avons initié, nous avons été à l'origine de nombreux projets, dont GMES. Et je suis heureux de saluer aujourd'hui l'un de mes prédécesseurs qui a été à l'origine de ce projet GMES, M. Herbert Allgeier, et je vous propose de lui rendre hommage aujourd'hui. Merci, Monsieur Allgeier. Et nous travaillons d'ailleurs tous les jours à exploiter les bénéfices de GMES sur des créneaux essentiels. J'en citerai 3. Tout le volet changement climatique et l'impact du changement climatique sur le territoire, sur l'eau, sur le développement en général. Deuxième élément, la sécurité alimentaire, que nous devons revisiter avec des yeux complètement nouveaux en termes de potentiel pour l'agriculture, et en particulier pour l'agriculture européenne. Comment nourrir une population qui atteint aujourd'hui 7 milliards d'individus en protégeant en même temps les sols, l'énergie, l'eau. Ce sont des défis essentiels. Et la même chose pour l'accès à l'énergie, j'ai parlé des renouvelables. Nous avons enfin le moyen, nous proposerons dans quelques semaines le nouveau programme recherche, innovation. Le signal donné par la Commission, c'est une augmentation forte, passant de 50 à 80 milliards, mais au-delà du montant lui-même, il est très important de définir ensemble, comme l'a dit M. Daul, des priorités claires sur des secteurs prioritaires, doublées d'une simplification qui permette un accès plus aisé à toutes les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises. En conclusion, je dirais 1. La science, la recherche et l'innovation dans l'espace représentent un investissement essentiel pour le futur et pour le futur d'une politique européenne industrielle. Deuxièmement, il est essentiel pour cela de renforcer la coopération entre tous les acteurs, gouvernement, Parlement, industrie, science, recherche, innovation. L'espace, c'est une grande aventure, c'est aussi, je l'ai dit, un combat. On s'est retrouvé 10 fois au moins au Conseil européen pour des arbitrages financiers sur Galileo. Ce combat se poursuivra, mais il sera gagné uniquement par notre capacité à unir nos forces pour cela. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur Général. Je vais peut-être demander à Monsieur Paul Weissenberg, qui est dans la salle, qui a tout entendu, qui a pris note, j'ai vu, s'il veut, pour conclure, je passerai encore la parole à quelqu'un juste derrière lui, mais s'il veut bien nous faire maintenant part de ses commentaires. Oui, merci Monsieur le Président. Brièvement, comme toujours, et je pense que je ne suis pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Numéro 1, le défi est un défi global. Ce n'est pas un défi européen. Et nous, les amis européens, nous avons une tendance de perdre beaucoup d'énergie à l'intérieur de l'Union européenne. Les institutions, l'industrie, les capitales. Et je pense qu'il faut envoyer le message, une politique industrielle pour l'espace à cette dimension globale.
Si nous ne sommes pas capables de nous organiser d'une meilleure manière en Europe, nous ratons une certaine chance. Numéro 2, la value chain. Oui, il ne faut pas simplement parler de la construction du hardware, et j'aime bien ce que M. Setchnek a dit, Research and development is the blood in our factory. Et justement dans cet esprit-là, la Commission a proposé, dans son projet Horizon 2020, d'augmenter d'une manière significative les dépenses pour recherche et développement. Et puisqu'on a un volet qui s'appelle recherche pour l'espace, je suis confiant que dans les prochaines perspectives financières, ce volet va augmenter également. Dernière remarque, la politique industrielle n'est pas concevable sans une politique pour les lanceurs. Les lanceurs en Europe font partie de cette value chain. Et je pense, en tant qu'Européens, nous avons tout intérêt de dire Kourou, ce n'est pas un port français pour l'espace, c'est un port de l'Union européenne. C'est un atout. Et nous avons, en tant que Commission, une double chapeau. Nous sommes clients. Il faut que je lance des satellites, Galileo et JMIS, et nous avons une responsabilité politique. Et cette fonction hybride nous amène à considérer davantage d'utiliser des lancements à partir de notre port spatial européen. Et nous sommes en train de négocier avec M. Legal les conditions pour les prochains lancements de Galileo. Donc, to cut a long story short, Monsieur le Président, je pense que nous sommes en train de converger à l'intérieur de l'Union, entre les institutions, entre les industriels, et je pense d'ici, dans quelques années, nous allons voir les fruits de ce travail. Merci. J'avais promis de passer la parole à M. Kazan, qui représente ici European Interparliamentary Space Conference. Il ne va pas m'en vouloir si je décale un tout petit peu, parce que Mme Georgieva est parmi nous et je voudrais lui céder la parole. Donc la parole lui sera donnée, M. Kazan, mais permettez-moi de le décaler juste un tout petit peu dans le temps. Je voudrais remercier les intervenants. Pardonnez-moi si nous n'avons pas de temps de faire un grand échange avec la salle, mais il y a eu quand même un tout petit peu de retard qui s'est accumulé au cours de nos travaux. Voilà, je vous remercie à tous.
Peut-être puis-je vous demander de vous reprendre vos places et peut-être puis-je demander à M. Kazan, le temps que les nouveaux speakers s'installent à la tribune, de nous faire part du message court qu'il a à nous adresser, mais qui est quand même un message au nom des élus de tous les pays de la communauté. Monsieur Kazan, je vous en prie, please. Je vous demande du silence, s'il vous plaît. It would be a good idea. I call him. I call him. S'il vous plaît, Monsieur Kazan va s'adresser à nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne veut pas? Je vais lancer, s'il y a personne. Tu sais où c'est ou pas? Voilà, je vais vous demander de vous rasseoir. La commissaire Georgieva vient d'arriver, donc nous allons commencer nos débats.